à travers des informations concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de la soirée du 1er novembre 2020. Les principaux titres pour commencer. Les élèves internes n'ont plus assez de temps pour réviser les cours à Gitega. Ils passent leur temps à puiser de l'eau potable, devenue de plus en plus rare dans la capitale politique. Et certains habitants de Cibitoke sollicitent l'intervention du président de la République. Ils accusent la Cogerco de les exproprier de leurs terres. Les détails, c'est tout à l'heure. Et au cours de cette édition, vous aurez également droit à notre série de reportages sur l'insalubrité qui s'observe à l'intérieur et aux alentours des marchés. La mise en onde est assurée par Fabrice Ndimurukundo et MS Steve Niungeko. Les détails de cette édition, c'est tout de suite. Commençons par la page éducation. La pénurie répétitive et prolongée de l'eau potable dans la ville de Gitega cause de sérieux problèmes aux écoles à régime d'internat. Cette pénurie qui peut durer plus de 6 mois, les élèves passent le gros de leur temps à puiser de l'eau. Trésor Nyongabo nous en dit plus. La perturbation dans la distribution d'eau potable dans la ville de Gitega débute tous les ans avec mi-juin, une situation qui dure jusqu'en février l'année suivante. Il s'agit d'un grand défi pour les élèves de cette capitale qui comprend le plus grand nombre d'écoles à régime d'internat. La période de perturbation de la distribution en eau potable dans cette ville implique donc une perturbation des activités scolaires pour les élèves internes. Ils se retrouvent dans l'obligation de s'approvisionner en eau potable dans des vallées où se trouvent habituellement aménagés de bornes fontaines. Ceux de l'école des travaux publics et TP Gitega vont puiser de l'eau dans la vallée de Karonga, tandis que ceux du lycée Notre-Dame de la Sagesse et ceux du lycée Sainte-Thérèse trouvent de l'eau dans la vallée communément appelée Kuli-Plage. Pour les uns comme pour les autres, ils doivent faire une distance de 2 km et plus, un moment qu'ils grignotent sur le temps normalement consacré à la révision. Les élèves disent qu'ils perdent leur temps non seulement pour faire cette distance, mais aussi une fois de retour à l'école. Comme ils reviennent fatigués, la plupart se retrouvent dans l'obligation de prendre encore du temps pour se reposer. Aussi, selon les élèves, sur les bornes fontaines, des querelles éclatent régulièrement entre eux et la population environnante, chacun voulant puiser le premier. La situation de pénurie a aussi un impact sur la salubrité dans les toilettes. Les déchets ne sont plus évacués comme il le faut et dégagent ensuite des odeurs nauséabondes. Toujours en page éducation, les parents des élèves de l'école fondamentale Gassangue de la colline Binigani, commune Nyanzalak, demandent que cette école soit réhabilitée. Une année vient de s'écouler après que la toiture des classes ait été emportée par le vent. Nous reviendrons sur cette information tout à l'heure. Rendons-nous à présent à Cibitoke, où les habitants des collines Rugomero et Midouha sollicitent l'intervention du président de la République pour arrêter l'expropriation faite par la Cogerco. Certains habitants ont même fui leur ménage à cause des menaces. Éloge divin Remèche. Ces habitants des collines Rugomero et Midouha révèlent que la Cogerco a essayé de les exproprier depuis 2013. Mais à cette époque, les administratifs avaient décidé de les dédommager d'abord. Ils ont alors été sidérés qu'une nouvelle décision de les exproprier de force venait de tomber. Selon un de ces habitants qui s'est entretenu avec la RPA, ils auraient même été malmenés. On attendait patiemment qu'on nous indique un autre endroit où aller quand les agents de la Cogerco sont venus nous annoncer que cette terre leur appartenait désormais. Cela nous a beaucoup surpris et étonnés car on ne comprend pas comment un jugement peut être prononcé alors que nous n'avons jamais été entendus par aucune juridiction. Jusqu'à maintenant, si on essaie de demander ce qui se passe, nous sommes pourchassés par la police. 3 d'entre nous sont sous les verrous au cachot du commissariat de Cibitoke. On veut nous forcer à signer des papiers attestant que ces terres appartiennent à l'État. Même ceux qui sont détenus ont refusé de s'y soumettre. Actuellement, certains habitants ne dorment plus dans leur ménage de peur d'être arrêtés.
Nous sommes en cavale pour la simple raison que nous sommes pourchassés. Ces terres nous ont été léguées par nos grands-parents qui y vivaient depuis 1945. Nous nous sommes exilés en 1993 suite à la crise. On nous comprend alors pas pourquoi on veut nous prendre ces terres, soi-disant parce qu'elles seraient domaniales. Les familles concernées sont au nombre de 374 et demandent l'intervention du numéro 1 burundais pour leur rendre justice et ainsi les rétablir dans leurs droits. À ce propos, la RPA a essayé de contacter le gouverneur de Cibitoke, Opessin 1 Kareme Bizoza, mais nous a raccroché au nez après une brève présentation. Nous vous avions promis de revenir sur cette information qui concerne l'école fondamentale Gassangue. Les parents de cet établissement de la colline Binigani, commune Nyanzalak, demandent que cette école soit réhabilitée. Une année vient de s'écouler après que la toiture des classes ait été emportée par le vent. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Les parents des élèves à l'école fondamentale Gisangue indiquent qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts pour construire cet établissement, mais qui n'y sont pas parvenus. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour construire cette école sans aucune aide provenant de l'extérieur. Au mois de janvier l'année passée, toute la toiture de 3 classes a été détruite par le vent. Les élèves qui utilisaient ces classes ont utilisé le bureau de la direction et la salle des professeurs. Mais malgré tous ces efforts, les élèves ont quitté cette école et sont allés ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de réhabiliter cette école à cause de notre petit effectif. Ces parents disent que le directeur de l'éducation en commune Nyanzalak n'a rien fait pour aider dans la réhabilitation de cette école. Ces parents demandent au gouvernement de leur venir en aide pour que leur travail ne soit pas anéanti. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que la direction communale de l'éducation ne nous a apporté aucun soutien. Je demande au gouvernement de nous venir en aide pour réhabiliter cette école afin que notre effort ne soit pas anéanti. Vu les tôles et les murs qu'on a construits, on avait fait ce qu'on pouvait. Nous avons contacté Ernest Chiza, directeur communal de l'éducation en commune Nyanzalak. Il a confirmé que la toiture de certaines classes a été détruite, mais qu'ils n'ont pas encore eu les moyens pour la réhabilitation. À Nyanzalak, comme partout dans le pays, vous nous suivez en direct sur la page de la RPA, Idjui Gawanyagihugu, c'est la page Facebook, et également sur la Twitter de la RPA. Tout de suite, nous parlons de l'insalubrité dans la ville de Bujumbura. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Dans notre série de reportages sur l'insalubrité qui prévaut dans différentes cantines se trouvant au sein et aux alentours des marchés de la mairie de Bujumbura, aujourd'hui nous allons vous parler du marché de la zone Musaga situé au sud de la ville de Bujumbura en commune Muha. C'est un reportage signé Josiane Mouzanez. Le marché de Musaga est entouré par 6 petits restaurants et cantines confondus. Dans tous ces endroits, le constat est qu'il y a un manque criant de matériel, que ce soit les assiettes, les gobelets ou les chaises. Aux heures de pointe, les clients se bousculent pour être servis en premier, mais bon nombre d'entre eux mangent debout pour gagner du temps. Les autres font la queue dehors en attendant que leur tour arrive. Compte tenu de la multitude de clients, les propriétaires ne se donnent même pas la peine de rincer les assiettes, fourchettes, cuillères et gobelets.
Certains mangent à même les assiettes débarrassées des restes des précédents clients. Idem pour les gobelets qui passent d'une bouche à une autre sans avoir été lavés. Le gros de la clientèle qui fréquente ces petits restaurants et cantines est fait de maçons, de dockers, de conducteurs de taxi-vélo et de taxi-moto, ainsi que d'autres personnes à faible revenu. Les commerçants du marché de Moussaga se restaurent aussi dans ces endroits, sauf que eux, ils se font livrer. Comme aucune canalisation n'a été aménagée, toutes les eaux provenant de ces restaurants stagnent à longueur de journée devant les 10 restaurants, ce qui fait que ces endroits sont toujours pleins de boue, sans parler des mouches qui semblent y avoir élu domicile, et bonjour les odeurs nauséabondes. Pourtant, même si les clients se plaignent toujours du temps qu'ils perdent en attendant d'être servis, cela ne les empêche pas de s'y restaurer régulièrement, et ce, malgré la propreté qui est repoussante. Rendons-nous à présent en Tanzanie où les examens de fin de cycle appelés NECTA sont programmés pour la semaine prochaine dans tous les camps des réfugiés. Les réfugiés sont contents parce que c'est la première fois que la passation de ces examens s'effectue à temps. Le point avec Rachel Kagissi. Les premières catégories des élèves des camps de réfugiés situés en Tanzanie qui effectueront les examens de NECTA est en 9e année. D'autres candidats sont des finalistes des sections des langues scientifiques et pédagogiques. Les candidats de la 9e année passeront ces examens pendant 3 jours et les finalistes pendant 4 jours. L'un des éducateurs indique que les préparatifs pour ces examens vont bon train. Il y a des cours de renforcement pour ces élèves des classes de 9e année et les finalistes. On les prépare pour ces examens de NECTA. Les réfugiés des différents camps sont contents puisqu'il n'y a pas eu de retard cette année. Oui, c'est la première fois que ces examens sont faits à temps. C'est une chose louable. Auparavant, il s'observait des retards dans la passation de ces examens, mais actuellement tout se passe très bien. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous passons à la seconde partie de ce magazine consacré à la rubrique Ubaruka. Humura Burundi. Dans la rubrique Ubaruka aujourd'hui, il sera question de l'action récursoire. Clovis Nyonzima et ses invités feront le tour de ce dispositif et des obstacles quant à sa mise en application. Suivez la rubrique Ubaruka présentée par Clovis Nyonzima. Ubaruka. Un mandataire de l'État qui se rend coupable d'une faute et que le procès se solde par la condamnation de l'État et par conséquent est obligé de dédommager la victime. Dans ce cas, c'est le trésor de l'État qui est touché. Cela donc cause la perte à l'État car ce dernier ne fait pas valoir le plus souvent son droit réquisitoire envers son mandataire pour récupérer la somme versée à la victime. Comment est-ce que cette loi a été pensée pour être mise en place et dans quel but ? Quels sont les obstacles qui ont empêché que cette loi soit mise en application? Telles sont les questions auxquelles les invités dans la rubrique Ubaruka de ce dimanche 1er novembre 2020 vont essayer d'apporter les réponses. Nos invités sont Gabriel Rufsiri, président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, et Moïse Bouchoumi, ancien ministre des Transports, des Travaux publics et de l'équipement. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. Quand l'État est obligé d'indemniser la victime suite au mauvais agissement de l'un de ses mandataires publics et dispose le droit de se retourner contre son mandataire pour lui exiger à rembourser la somme versée. Ma conseillère Marie-Angela Kozé nous résume comment cette loi est appliquée. Une action récursoire est une action permettant à celui qui a réparé à l'amiable ou par condamnation un dommage qu'il n'avait
causé ou dont il n'était pas l'auteur exclusif, d'exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d'obtenir remboursement des sommes versées. L'action récursoire est exercée par l'État, c'est démembrement ou la commune sans obligation de consignation devant la juridiction saisie. À la diligence de l'autorité communale et des responsables des administrations publiques, la requête est signée par le ministre en charge de la justice ou son délégué. Cette action récursoire dirigée par l'État contre un de ses mandataires ou préposés est organisée par la loi numéro 1/22 du 25 juillet 2014 portant réglementation de l'action récursoire et directe de l'État et des communes contre leurs mandataires ou leurs préposés. En revanche, l'action récursoire de l'administration contre son agent est justifiée quand l'administration a été condamnée alors qu'il y avait une faute personnelle. Elle intervient dans deux hypothèses. Dans le premier cas, l'administration a été condamnée parce que la faute du service s'ajoute à la faute personnelle. Dans le deuxième cas, l'administration indemnise la victime car la faute de son agent n'est pas dépourvue avec le service. L'administration dédommage donc la victime malgré son absence de faute. Au cours de la présentation du programme de l'État de l'année 2020-2021, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a fait savoir que de tous les procès auxquels l'État a perdu, qu'il va exiger de ses mandataires qui ont entraîné dans ces procès à lui rembourser. hariho igikorwa kindi gihambaye cyo kuraba amadosiye yose y'imanza zamaze kuba ntabanduka kugira ngo. Il y a une autre activité très importante qui consiste à traiter de nouveau tous les dossiers des procès définitifs déjà prononcés afin que les jugements soient mis en application et surtout les dossiers des personnes accusées de malversation. C'est dans l'objectif de mettre en pratique la loi qui punit les fonctionnaires de l'État qui se sont mal comportés en faisant perdre beaucoup de moyens à l'État. Il y a donc des procès de certains fonctionnaires déjà tranchés, mais dont les coupables n'ont jamais été poursuivis pour qu'ils payent eux-mêmes les indemnités de dédommagement. Cette activité évitera au gouvernement de ne plus payer à la place de ces individus ayant commis ces malversations. Cette loi va-t-elle réellement être mise en application? Gabriel Fthiri, président de l'ORICOM, nous parle d'abord des visées de cette loi. Il indique ensuite que, malgré sa mise en application, cette loi n'est jamais appliquée. Nous avons suivi avec un grand intérêt la mise en place de la loi portant sur l'action récursoire qui est venue dans le but de protéger la chose publique. On avait observé des comportements anormaux quand nous avons demandé en 2004 qu'il y ait une loi portant prévention et répression de la corruption, une loi que nous avons obtenue en 2006. On pensait que la lutte contre la corruption et les infractions connexes allait être une réalité au Burundi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il en est de même sur ce qu'on observait au même moment en rapport avec des mandataires, des hauts cadres et cadres de l'État qui utilisaient leurs fonctions pour, d'un côté, passer outre la loi. Par exemple, il licenciait les fonctionnaires de l'État en violation de la loi. Il annulait illégalement les contrats qui existaient entre ceux qui ont gagné les marchés ou ceux qui ont eu les contrats d'exploration ou d'exploitation des minéraux ou tout autre contrat qui était passé entre l'État du Burundi et les investisseurs étrangers ou même des Burundais. Malheureusement, que ce soit pour le licenciement, que ce soit pour ces contrats, les mandataires publics refaisaient en violation flagrante de la loi. Ce qui poussait
les personnes aisées de porter plainte contre l'État du Burundi parce que celui qui signe au nom de l'État ou qui licencie ou qui annule un contrat au nom de l'État, c'est l'État qui supporte tous les coûts causés par ses mandataires. Plus de ces violations de la loi, on a observé aussi qu'il y avait une entente entre ces plaignants qui portaient plainte à la justice, mais au bout du compte, les jugements qui étaient rendus étaient des jugements fantaisistes, de tel point que l'État du Burundi a demandé beaucoup d'argent pour que l'État du Burundi paye ces montants. Mais une fois que le montant est libéré, il y avait une stratégie de partage de ces fonds-là. Même son de cloche que Moïse Buchumi, qui fut ministre des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement, il indique plutôt que cette loi n'a rien changé depuis son adoption et d'ajouter que les fautes n'ont cessé d'être commises. Pourtant, les auteurs ne sont jamais inquiétés. La loi numéro 1/22 du 25 juillet 2014 portant réglementation de l'action récursoire et directe de l'État et des communes contre les mandataires ou leurs proposés a été mise en place parce qu'il y avait beaucoup de vices dans l'exécution des contrats. Les contrats entre les personnes physiques et l'État, notamment en rapport avec le travail, les contrats entre les personnes morales avec l'État, mais aussi des vices ou des fautes qui sont commises par les dirigeants en défaveur des populations qui sont dirigées parce que peut-être ils veulent retirer leurs parcelles ou s'emparer de leurs parcelles ou s'emparer de leurs biens. Cette loi alors a été mise en place en 2014, mais après sa mise en place, rien n'a changé. Les abus ont toujours continué. Les vices se sont observés ça et là dans l'exécution des contrats. Et ceci dit pourquoi? C'est parce que, d'après ce que je vois sur terrain, ceux qui sont nommés, les mandataires, ce sont des gens à carence intellectuelle. Ce sont des gens qui ne savent pas appliquer, lire et appliquer les lois. Peut-on espérer que cette loi va être mise en application comme l'a annoncé le Premier ministre? Cet homme politique qui fut aussi ministre des Travaux publics, Moïse Buchumi, fait savoir qu'il n'attend pas grand-chose des propos du Premier ministre. Il déplore plutôt que seuls certains mandataires dont les affaires ne sont pas louches vont être punis. Mais aussi, pour être nommés, normalement ceux qui sont nommés, on les appelle Wamadiki. Donc ce sont des gens qui ont payé leur nomination et qui sont maintenus dans leur place, toujours en continuant à payer, soit mensuellement ou annuellement. Alors si quelqu'un a payé et qu'il continue à payer, que tu reçois son argent pour qu'il continue à être dans cette place, il peut commettre des abus. Et vous ne direz rien. Vous allez toujours continuer à faire ça, à les accepter. S'attendre à ce que les gens du CNDD-FDD soient punis parce que le Premier ministre a dit qu'il va mettre en exécution cette loi. Attendons de voir. Je ne le pense pas. Mais ceux qui ne sont pas au CNDD-FDD et qui ont eu la chance d'accéder à certains de ces postes où ils peuvent gérer de l'argent ou gérer des choses, ils vont être sérieusement punis. Je suis sûr, et on va donner des exemples sur ces personnes seulement, mais pour les personnes du CNDD-FDD, je ne m'attends pas à cela. Au sein de l'OLICOM, il trouve que l'obstacle à la mise en application de la loi en rapport avec l'action réquisitoire de l'État en vue de protéger le patrimoine de l'État et le manque de volonté politique. Gabriel Rufyiri-Clore en indiqua que faire valoir l'action réquisitoire de l'État, comme le Premier ministre l'a annoncé, est encore possible. Mais, selon lui, il faudra que les dirigeants y mettent de l'effort. Pour l'ICOM, nous pensons que ce qui pousse les autorités à ne pas utiliser cette loi, c'est la force que les détenteurs du pouvoir possèdent, malheureusement, sans que la chose publique soit protégée. Donc, je dois vous dire que depuis 2014, 5 ans, donc la loi a été promulguée le 25 juillet 2014, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune autorité
au plus haut sommet de l'État qui a été poursuivi suite aux préjudices causés à l'État. C'est toujours l'État qui continue à payer cher, c'est-à-dire aux citoyens lambda. Les obstacles qu'on observe, c'est d'abord la volonté politique. Nous voyons qu'il n'y a pas de volonté politique pour protéger la chose publique. Une fois où la volonté politique sera de mise, la chose publique, ces jugements rendus, contrats annulés illégalement, les fonctionnaires de l'État licenciés abusivement ne le seront plus. Aujourd'hui, cela est comme ça parce que justement, il n'y a pas respect de la loi. Et ceux qui commettent ces fautes administratives sur la cour douce, ils ne sont pas sanctionnés. Au jour où 1 ou 2, 3 ou 5 mandataires publics auront le devoir de payer tous les préjudices causés, je suis sûr que même les autres auront de la crainte pour que les biens ne soient pas vendus pour payer ou pour réparer le tort qui a été causé à l'État. Donc, pour nous, ce qui manque, comme je le dis, c'est la volonté politique. Si le président actuel peut afficher la volonté politique d'agir et de mettre en application les discours qu'il prononce, nous pensons que ça pourra être possible. Mais à l'heure actuelle, on ne voit aucun signe vraiment qui nous donne une lueur d'espoir. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que s'achève la rubrique Ubahuka de ce dimanche, 1er novembre 2020, qui était centrée sur la possibilité de la mise en application de la loi sur l'action réquisitoire de l'État. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, vous étiez avec Lovis Nyonzima. À la prochaine. Ubahuka. Merci à Clovis Nyonzima pour la rubrique Ubahuka. Merci également à Fabrice Ndimurukundo et à M. Steve Nyungeko pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation du magazine Humura Burundi du 1er novembre 2020. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.